Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue. Apparemment, Washington a amplifié les sanctions contre la Chine en augmentant les droits de douane sur 500 milliards de dollars des produits venus de Chine. Et Pékin réplique sans attendre. Pékin a annoncé l'augmentation de nouveaux droits de douane jusqu'à 25% sur 16 milliards de produits importés des États-Unis. Voilà, le monde entier pose une question. Où va cette guerre? Est-ce que les États-Unis, Donald Trump ou la Chine va gagner cette guerre? Alors, un expert chinois, Ding Yifan, ici présent sur notre plateau, donnait une réponse très claire. Donald Trump perdra. Alors pourquoi? Alors, nous allons entendre. Alors, Ding Yifan, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Ding Yifan est économiste et politologue. Il a obtenu son doctorat sur l'économie à Sciences Po à Bordeaux. Et après, il est allé aux États-Unis. Il a été journaliste pendant plusieurs années en France, en Europe, et puis aux États-Unis comme un expert. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'économie, sur l'euro, sur les États-Unis, etc. Voilà. Alors, avant de commencer, je voudrais reposer la question pour avoir une réponse claire. Pour vous, cette guerre voulue et lancée par Donald Trump, et Donald Trump perdra. Oui. Et apparemment, aux alentours de Donald Trump, des experts comme Pierre Navarro, par exemple, donnent une réponse au contraire de vous. Mais même dans ce cas-là, vous pensez que les États-Unis perdront cette guerre? En plus, je ne suis pas le seul à prédire la fin de cette guerre comme un échec total des États-Unis. Les économistes les plus éminents des États-Unis ont prédit aussi la même chose. Ah bon? Mais apparemment, c'est le contraire des avis de la plupart des experts chinois. Même le gouvernement chinois dit que dans cette sorte de guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que deux perdants. Mais dans ce cas-là, vous continuez à prédire que Donald Trump perdra. Oui, d'abord parce que l'exportation chinoise compte énormément pour les entreprises américaines. Parce que, vu l'importance de l'exportation chinoise, beaucoup de ces produits exportés sont des produits intermédiaires. Les entreprises américaines en aval ont besoin de l'exportation chinoise pour continuer leur production. Jusqu'à maintenant, lorsque les États-Unis ont relevé le taux de douane contre les produits simples, contre les matières premières, contre l'acier, l'aluminium, etc., ça a déjà causé plusieurs cas de faillite dans plusieurs États aux États-Unis. Parce que, par exemple, dans plusieurs États, il y a des PME américaines qui produisent des clous, etc., des choses rudimentaires, mais des choses simples. Ils ont besoin de l'acier importé de Chine pour continuer leur production. Alors, le gouvernement Trump a relevé jusqu'à 25% le droit de douane contre l'importation chinoise, mais sur l'acier, répliqué sur le coût de revient de ces entreprises, ça représente une augmentation de 38 à 40% du coût de production de ces entreprises. Donc il perd la compétitivité, il perd le marché. En plus, ce genre de guerre commerciale dérange complètement la prévision de ces entreprises sur le marché. Bon. Parce que les entreprises ne savent plus comment maîtriser leurs coûts de production, donc ils retardent l'investissement, et le retard dans les investissements
ont des implications sur la création d'emplois. Donc ça, c'est catastrophique pour l'économie américaine. Nous allons regarder ensemble ce reportage préparé par nos journalistes. Comment on est arrivé là? Le 6 juillet 2018, les nouveaux tarifs douaniers des États-Unis entrent en vigueur et affectent 34 milliards d'importations chinoises. La Chine réplique rapidement et la guerre commerciale est finalement lancée. Depuis l'annonce de l'enquête menée contre la Chine au titre de l'article 301, les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis n'ont cessé de s'intensifier jusqu'au déclenchement de la guerre commerciale. Le 4 avril, le bureau du représentant américain au commerce a publié une liste de 1333 produits chinois représentant 50 milliards de dollars, auquel un taux de taxe à 25% sera imposé à compter du 6 juillet. Dans la même journée, la Chine a annoncé qu'elle envisageait d'imposer un taux de taxe à 25% sur 106 produits américains représentant 50 milliards de dollars. Pendant tout le mois de mai et jusque début juin, les deux parties ont envoyé des délégations afin de poursuivre les négociations. Les tensions semblaient alors être retombées, mais les États-Unis, soufflant le chaud et le froid, ont réduit à néant l'espoir d'éviter une guerre commerciale. La Chine ne souhaite évidemment pas une guerre commerciale. Si la Chine s'engage dans une guerre commerciale, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative. Le problème n'est pas que la Chine ne veuille pas faire de compromis, mais plutôt qu'on lui demande 2 fois plus lorsqu'elle en fait un. En réalité, des compromis ont déjà été faits en mai, mais ce n'était pas assez à son goût. Trump a indiqué qu'il était prêt à imposer à la Chine des taxes sur 200 milliards de produits supplémentaires. Cela voudrait dire que la moitié des exportations de la Chine vers les États-Unis seraient taxées, tandis que Beijing s'est dit prêt à répondre avec des tarifs douaniers sur 60 milliards de produits américains supplémentaires. Cela fait plus d'1 mois depuis que Beijing a accusé Washington d'avoir lancé la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique. Les États-Unis insistent sur le fait qu'ils veulent mettre fin aux pratiques commerciales injustes. La Chine a annoncé que les tarifs ne diminueraient pas le déficit commercial des États-Unis. Et même s'il y a des canaux de communication, on ne sait pas si les deux côtés parviendront à un compromis. Voilà. Apparemment, la Chine ne voulait pas cette guerre. Non. La Chine a fait même de concessions très importantes. Mais alors, pourquoi Donald Trump a voulu lancer une guerre qui perdra? Je pense que c'est une idée un peu absurde de pouvoir stopper un peu le progrès technologique de la Chine par une guerre commerciale. Au départ, la guerre commerciale a été initiée par un entourage de Donald Trump un peu radical à l'égard de la Chine. C'est d'abord le point de vue de Lighthizer, qui est représentant de négociations commerciales avec la Chine. C'est aussi le point de vue de Peter Navarro. Navarro avait gagné une guerre contre le Japon durant des années 80. Non, Navarro n'a rien à faire avec ça, c'est Lighthizer. Lighthizer a été vice-représentant de négociations commerciales à l'époque sous l'administration Reagan. Il était jeune, mais il était très arrogant. Il avait, d'une certaine manière, les États-Unis ont gagné la guerre commerciale contre le Japon. Le fameux Plaza. L'accord de Plaza, qui a été, oui. Les Américains ont forcé le Japonais à ouvrir le marché financier, en quelque sorte, et à réajuster le taux de change entre le yen et le dollar américain. Donc, le yen a été forcé de réévaluer à moitié, en fait. Ils voulaient répéter la même chose contre la Chine. Oui, d'une certaine manière, ils pensaient que les États-Unis pourraient, dans une certaine manière, répliquer la même chose avec la Chine. Ce sont des personnes un peu asilées, ils ont complètement oublié que le temps a changé. Et que oui, aujourd'hui, nous vivons dans un monde plus ou moins dit globalisé. Nous vivons dans un monde globalisé et la Chine, contrairement au Japon, la Chine est aujourd'hui le plus grand marché du monde. L'année dernière, la vente au détail du marché chinois a dépassé celui des États-Unis. La Chine est devenue le plus grand marché du monde. Et
dans ce contexte-là, la guerre commerciale entre les États-Unis et le Japon est complètement incomparable. Parce qu'à l'époque, le Japon ne représente qu'un peu plus de 20% du marché américain. Alors, donc la situation est complètement différente aujourd'hui. Mais depuis que la guerre commerce entre les deux plus grandes puissances économiques du monde, maintenant deux plus grands marchés du monde, apparemment, Donald Trump ne cesse d'annoncer que voilà, on va gagner parce que l'économie américaine a redémarré, atteint un taux de croissance de 4%, le chômage baisse, etc. Il ne cesse d'annoncer les bonnes nouvelles aux Américains. En fait, oui. D'abord, il y a un problème de statistique. Le 4% de croissance pour le deuxième semestre est un trompe-l'œil, d'une certaine manière. Un trompe-l'œil? C'est un trompe-l'œil. Parce que si on regardait ça, c'est calculé avec une certaine pondération. Oui. Parce que si on fait les statistiques, on regarde les statistiques année par année, cette année par rapport à l'année dernière, pour le même semestre, le taux de croissance était que 2%. Donc le 4%, c'est calculé sur la base du premier trimestre ajouté à un certain poids. Mais tout de même, depuis l'arrivée de Trump, il a pris des mesures d'urgence pour essayer de stimuler, disons, l'économie américaine. Ces mesures ont donné des résultats plutôt positifs pour l'économie américaine, mais ce sont des mesures, oui, ce sont des mesures qui ont des effets pervers. Et les effets pervers vont bientôt apparaître. D'abord parce que Donald Trump a baissé les impôts. Les impôts, ceci a suscité un peu plus de consommation, un peu plus d'investissement. Maintenant, il va prendre des mesures pour relever le taux de douane. Et bien, cela va contrebalancer les effets de la réduction d'impôts. D'autre part, il a pris des mesures pour forcer les entreprises américaines à rapatrier leur épargne, leur profit à l'étranger. Parce que d'habitude, quand les multinationales d'origine américaine rapatrient leurs profits gagnés à l'étranger, ils doivent payer une taxe à l'État. Donc, la plupart des entreprises américaines préfèrent garder cela à l'étranger ou dans les paradis fiscaux, etc. Mais cette fois-ci, Donald Trump a pris une décision importante qui permettra aux entreprises américaines de rapatrier le capital, le profit, sans taxe. Non, avec une taxe très faible et une fois pour toutes. Donc, ce qui ramène un peu plus de 1000 milliards de dollars de profit. Milliards de dollars. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc c'est à cause de ça que l'économie... Non, ça fait pousser le taux de change, par exemple, d'abord du dollar. Le dollar a réévalué à cause de ça, mais comme il y a la menace de la guerre mondiale, les entreprises américaines, une fois rapatriées leur capital, ne savent pas comment investir. Parce qu'ils ont des soucis sur la perspective de la guerre. Donc ils ont utilisé cet argent pour spéculer sur la bourse. Oui, c'est à cause de ça que... Oui, c'est pour ça que la bourse va bien. La bourse a monté. Oui, ça va bien parce que ces entreprises américaines, avec plus de 1000 milliards de dollars, ils rachètent des actions. Parce qu'aux États-Unis, c'est permis. Les entreprises américaines peuvent racheter leurs propres actions pour maintenir le prix des actions, etc. Depuis ces derniers mois, le taux de rachat des actions représente plus de 80 des échanges sur la bourse de New York. Cela veut dire que vraiment la montée des prix des actions de la bourse est maintenue artificiellement par ce genre de rachat. Donc, au moment où Donald Trump se moque de la bourse chinoise qui perd 27%, et tout en disant... Ça n'a rien à voir avec la guerre commerciale, mais ce sont des mesures économiques qui ont des effets, mais ce sont des effets pervers. Parce que, à mesure que la Réserve fédérale relève le taux d'intérêt, parce que la Réserve fédérale est entrée dans un cercle de relèvement de taux d'intérêt,
Donc, en plus, avec un commercial, ça risque de provoquer le taux d'inflation. Parce que si Donald Trump veut imposer plus de taxes sur les 500 milliards de dollars d'exportation chinois, ça va provoquer un taux d'inflation insupportable aux États-Unis parce que plus de 70% des produits de consommation sont fournis par la Chine. Donc cette augmentation va certainement, cette augmentation de taux de douane va certainement refléter sur le prix de consommation. Donc les Américains doivent payer plus pour... En plus, la Réserve fédérale risque de relever beaucoup plus rapidement le taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'inflation. C'est toujours comme ça. Les autorités monétaires ont toujours relevé le taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation lorsqu'il y a l'inflation. Et arriver à un moment, le taux d'intérêt arrive à un moment, va provoquer nécessairement une crash de la bourse. C'est arrivé dans les années 80, en 1987, c'est arrivé en 1990, c'est arrivé au début du siècle, en l'an 2001, c'est arrivé en 2017. 2017, la grande crise est aussi arrivée parce que, après une série de relèvements de taux d'intérêt, et la bourse a craché. Donc, cette fois-ci aussi. Le moment où Donald Trump a lancé cette guerre contre la Chine, en fait, il avait lancé une guerre mondiale. Il a lancé la guerre contre la Chine, mais là aussi, Canada, Mexique et surtout l'Union européenne. Mais maintenant, apparemment, il a changé de tactique. Récemment, il y a une réconciliation apparente entre les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que c'est possible que les deux font un front uni contre la Chine? Alors, avant de vous entendre, je vous invite à regarder notre deuxième reportage. Les États-Unis et l'Union européenne peut-ils faire un front commun contre la Chine? Le 25 juillet, le président américain Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont annoncé lors d'une conférence de presse commune être parvenus à un accord désamorçant le conflit commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Les deux parties ont affirmé vouloir supprimer les barrières douanières et commerciales afin d'éviter une guerre commerciale. Les États-Unis ont accepté de ne pas taxer les importations de voitures européennes, alors que l'Union européenne s'est engagée à importer plus de soja et de gaz naturel liquéfié américain. Le président français Emmanuel Macron a affirmé le 26 juillet que cette entrevue était utile tout en indiquant ne pas être favorable à des négociations sur un vaste accord commercial entre l'UE et les États-Unis. Des négociations pour la suppression des tarifs douaniers ont déjà eu lieu par le passé entre les États-Unis et l'UE, mais elles n'ont jamais abouti. Le gouvernement Trump et l'Union européenne atteindront-ils cet objectif zéro tarif? Les incertitudes restent nombreuses. La stabilité et la clarté sont les plus touchées. Une entreprise a besoin de ces deux choses pour prendre des décisions, entreprendre des projets et agir sur le long terme. La confusion et le manque de visibilité sur l'avenir est la pire des choses pour les entreprises et les consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis et l'Union européenne ont des points communs, non seulement idéologiques, mais aussi sur la politique économique. Par exemple, tous les deux accusent la Chine de ne pas respecter suffisamment les règles de l'OMC. Tous les deux accusent la Chine de voler la technologie. Le droit de propriété intellectuelle. Voilà. Est-ce possible qu'ils font un front commun contre la Chine? Je n'y crois pas. Parce que, d'abord, s'il n'y avait pas le gouvernement Trump, les États-Unis et l'Union européenne avaient essayé de faire quelque chose. C'était le projet préparé sous Obama. Le projet de TTIP. TTIP, oui. Transatlantique, comme TTP en Asie. Oui. C'était préparé, il y avait un peu de possibilités. Mais aujourd'hui, avec Donald Trump, ce n'est plus possible.
Parce que si Donald Trump avait lancé une guerre commerciale avec tout le monde, c'est parce qu'il considère que l'Union européenne a toujours profité de ces arrangements de libre-échange pour en fait prendre des avantages sur les États-Unis. C'est pour ça qu'il veut relever unilatéralement le droit de douane contre tout le monde, y compris contre l'Union européenne. En fait, Jean-Claude Juncker est allé essayer de calmer un peu Donald Trump, essayer de trouver un compromis en lui promettant d'acheter beaucoup plus de produits. Le soja, par exemple. Oui, c'est ça, de produits agricoles en échange d'un moratoire, d'un arrêt momentané de relèvement de taux d'intérêt contre l'exportation des voitures européennes aux États-Unis. C'était d'abord une déclaration d'intention, donc c'est de la belle parole, qui n'a pas vraiment de sens réel, parce que pour un accord commercial réel, il faut des années et des années de négociations. Ce n'est pas une déclaration qui pourrait résoudre des mesures concrètes pour résoudre ce genre de problème. Oui, selon les expériences de la Chine, même on s'est mis d'accord, même on a signé quelque chose, Donald Trump peut changer d'idée tout de suite. En plus, l'Union européenne a l'intérêt à coopérer avec la Chine pour maintenir le cadre multilatéral du commerce international. Parce que ce que Donald Trump est en train de faire, c'est de casser ce cadre multilatéral du commerce international. Parce que les États-Unis ont relevé le droit de douane unilatéralement contre tout le monde. Et là, les Européens, les Chinois sont sur un même front, d'une certaine manière, et ils ont les mêmes intérêts de préserver le système international actuel. Oui, en fait, Juncker, lorsqu'il est allé avant d'aller à Washington pour rencontrer Donald Trump, il était à Pékin. Il était en Chine. On avait discuté la manière dont l'Union européenne et la Chine pourraient promouvoir ensemble la réforme de l'OMC, par exemple. L'Union européenne a promis d'acheter plus de soja. Vous savez, la Chine a riposté justement augmentant la taxe douanière sur le soja. Est-ce que l'Union européenne peut remplacer la Chine pour devenir le premier acheteur, par exemple, grand acheteur de soja américain? Dans la conférence de presse, Donald Trump a invité les paysans de soja pour justement leur annoncer cette bonne nouvelle. Oui, mais c'est une ironie, parce que si on regarde les statistiques, la consommation de soja dans tout le marché de l'Union européenne et la consommation de soja en Chine, c'est incomparable. Incomparable parce que même si Jean-Claude Juncker a fait beaucoup de promesses, en fait, l'importation de soja des États-Unis par l'Union européenne ne représente qu'un dixième de l'exportation chinoise. Qu'un dixième. Un dixième, même pas. C'est vraiment de l'ironie. Parce que, en fait, jusqu'à maintenant, 60% de la production américaine de soja est destinée au marché chinois. La Chine est le plus grand marché de soja, parce que c'est les habitudes alimentaires. Les Chinois aiment beaucoup le soja. On fait du tofu, on fait ce qu'on appelle le fromage de soja, etc. Donc, on fait toutes sortes de choses avec du soja. Donc le soja, c'est notre grande consommation. Et 60% de l'exportation de la production américaine est destinée au marché chinois. Et maintenant, la Chine prend des mesures de représailles. Donc, et ça touche énormément les agriculteurs américains, surtout producteurs de soja. Si bien que Donald Trump a décidé de débloquer un budget public pour subsidier les producteurs du soja, etc. Mais ça n'a rien à voir. En comparaison avec le marché chinois, c'est rien. Si bien que les paysans américains, ils ont compris le jeu. Ils ont dit non, on veut le libre-échange, on veut le libre-échange, on veut pas la subvention, parce que la subvention ne peut d'autant plus qu'ils ont peur que si, par exemple, le marché chinois était remplacé
par d'autres producteurs, par le soja du Brésil, par le soja de Russe, par le soja d'autres pays. Eh bien, dans l'avenir, ils ne pourraient jamais reprendre ce marché. Et c'est pour ça que les agriculteurs américains ont peur, les producteurs de soja. L'association des producteurs de soja ont protesté à Washington. Et ont protesté, et ils ont même acheté des publicités dans des journaux, dans la télévision, pour dire que arrêtons la guerre commerciale. Mais vous savez, bientôt, à la fin de l'année, il y a une élection partielle au Congrès américain. Voilà, et Donald Trump ne peut pas annoncer sa défaite de la guerre commerciale avant cette date, c'est évident. En fait, il va continuer certainement, il va continuer ça, mais même après les élections législatives, il n'est pas sûr que l'économie américaine sortira victorieuse de cette guerre commerciale. Parce que regardez, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, qu'il a annoncé son incertitude, il dit que mon avantage est d'être incertain. L'incertitude emmenée par l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a créé beaucoup d'incertitudes dans le domaine de l'économie. Parce que j'ai parlé des petites PME américaines qui n'osent pas investir maintenant dans l'économie, mais les grandes multinationales, ils ont encore plus peur. Parce que les multinationales américaines ont organisé la structure de la production de manière à attirer des profits de toutes parts du monde. Et pour baisser le coût de travail, pour baisser le coût de production, etc., etc. Donc, ce sont les multinationales américaines qui ont constitué un réseau international, un réseau global de production. Et maintenant, ce réseau global de production risque d'être brisé par Donald Trump. C'est pour ça que ces multinationales n'ont pas investi sur le marché américain depuis 2 ans. Depuis 2 ans, l'investissement des grandes multinationales aux États-Unis a baissé cette année par rapport à l'année dernière de plus de 37%. Mais par rapport à il y a 2 ans, la baisse de l'investissement de ces multinationales représente quelque chose comme 65%. C'est très important. S'ils continuent à se désister du marché américain, par contre, ils commencent à investir davantage en Chine. Regardez, Ford a décidé d'investir en Chine, Tesla a décidé d'investir en Chine. Pratiquement toutes les grandes multinationales américaines commencent à augmenter leur investissement en Chine. Et de là, on voit que la fin de la guerre est déjà claire. Bon, la fin de la guerre est déjà claire. Alors, donnez-nous un calendrier. Quand et surtout, quelle est la signification de la défaite de cette guerre pour Je ne sais pas, un jour, je pense que la bourse va cracher à New York. La bourse va cracher. Le jour, je ne sais pas. À partir du deuxième semestre de l'année prochaine. Deuxième semestre de l'année prochaine. Ou l'année prochaine. Bon, on ne sait pas, parce qu'entre-temps, il pourrait se passer beaucoup de choses. La Réserve fédérale peut changer un peu son rythme de relèvement de d'autres intérêts, ou il pourrait y passer d'autres choses. Mais en tout cas, même à Wall Street, je vous dis franchement, à Wall Street, les gens ont peur. Ils disent que ça va arriver d'un moment à l'autre. Et puis ils sont toujours prêts à partir tout de suite. Donc, je pense que ce sera le crash de la bourse de New York qui marquera la fin de la guerre commerciale, et sans doute à ce moment-là, Donald Trump va reconnaître un peu son échec. Bon, voilà, c'est le dernier mot de notre émission. Merci beaucoup. On va attendre l'année prochaine, deuxième semestre, et surtout une potentielle crash de bourse des États-Unis. Merci, Ding Yifan. J'aime bien votre réponse très claire, et je vous réinviterai au moment venu pour analyser la raison de cette défaite. Bon, merci aussi, nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience.